Bonjour à tous. Donc voilà une petite vidéo de révision pour le chapitre sur les plaques tectoniques. Donc ça va vous permettre de revoir un petit peu ce qu'on a vu durant les cours et durant les activités. Alors premièrement, on va essayer de revoir les 3 constats que l'on a fait en début de chapitre sur ce qu'on a pu observer à la surface de notre planète. Alors le premier constat, c'est vous qui l'aviez fait. Vous aviez placé la répartition des séismes et des volcans. Donc sur cette carte, c'est déjà fait. On s'aperçoit que les volcans qui sont ici les petits triangles violets et les séismes, donc les petits points rouges, se situent à peu de choses près au même endroit. Donc la répartition des séismes et des volcans coïncide. Pour le deuxième constat, donc c'est la carte que l'on voit ici, on peut diviser notre planète en une douzaine de grandes plaques, donc comme des pièces de puzzle. Chacune de ces plaques correspond à une zone très très vaste et très stable géologiquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas de phénomène géologique à l'intérieur de ces plaques. Par contre, les frontières de ces plaques sont des zones qui sont très actives, puisque c'est là que se concentrent tous les phénomènes géologiques, c'est-à-dire les séismes et les volcans. Le troisième constat, c'était Alfred Wegener qui l'a découvert au début du XXe siècle. Il a été tout d'abord frappé en regardant une carte géographique par la concordance des côtes de l'Amérique du Sud, dans un premier temps, avec les côtes de l'Afrique. Donc il a essayé d'aller un petit peu plus loin et de savoir si réellement c'était un hasard ou pas. Et il a fait des recherches et il s'est intéressé pour retrouver différents arguments qui permettaient de penser et de prouver que ces deux continents, il y a plusieurs millions d'années, étaient collés l'un à l'autre. Alors, les premiers constats qu'il a faits, c'est suite à des découvertes de fossiles de mésosaures sur ces deux continents, donc en Amérique du Sud et en Afrique. Et on s'est aperçu que ces zones de répartition de fossiles coïncidaient parfaitement si on rapprochait les deux continents. Donc ça, c'était un argument qui a été en faveur de sa théorie. Malheureusement, toutes les réponses et toute la technologie nécessaire pour vraiment prouver cela. Alors Wegener, là, ce qu'il a voulu montrer, c'est qu'il y a quelques millions d'années, la Terre n'était pas comme on la connaissait et les continents n'étaient pas placés au même endroit. Donc d'après la concordance des différentes côtes des continents, il a émis l'hypothèse qu'il y a très longtemps, il y a des millions d'années, les continents étaient tous regroupés en un seul continent unique qu'on appelait la Pangée. Alors aujourd'hui, grâce aux satellites et au système GPS, on a pu prouver justement que les plaques se déplaçaient et donc que les continents pouvaient bouger les uns vers les autres. Alors le principe est simple, c'est-à-dire qu'on place des bornes sur deux plaques différentes, donc ici station B qui est située en Europe et la station A qui est située sur la plaque africaine. Et donc le GPS, par le satellite, va mesurer de façon très précise et très régulièrement la distance entre la station A et la station B ici. Suite donc à toutes ces mesures, les géologues peuvent établir une carte avec tous les mouvements qui se produisent à la surface de notre planète. Donc c'est la carte que l'on a ici. Alors je vais effacer. Voilà. Donc la carte que l'on a ici montre en fait tous les déplacements qu'on a entre les plaques tectoniques. Ces déplacements donc, se font dans deux sens. Soit les plaques s'écartent l'une par rapport à l'autre, soit elles se rapprochent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les vitesses de déplacement de ces plaques sont des vitesses qui sont très faibles puisqu'on est à environ une dizaine de millimètres par an. Alors ensuite, dans l'activité suivante, on a essayé de savoir de quoi étaient constituées les plaques tectoniques. Alors, pour savoir justement ce qu'il y a sous nos pieds, c'est compliqué de savoir de façon directe. Donc on utilise des camions qui vont créer des vibrations et plus particulièrement des ondes sismiques et qui vont nous permettre
de savoir la composition des roches qui sont sous nos pieds. Alors, ces ondes sismiques, elles ont une particularité intéressante, c'est qu'elles se propagent de façon extrêmement rapide dans des roches qui sont plutôt rigides, et qu'elles vont de suite ralentir quand elles vont rencontrer des roches beaucoup moins rigides. Donc, on avait fait la comparaison en classe avec justement quelqu'un qui court sur une piste rigide, donc il va avoir une certaine vitesse, et dès qu'il va arriver dans le sable, sa vitesse va diminuer. C'est exactement la même chose pour les ondes sismiques. Donc ça va nous donner des renseignements sur la rigidité des roches qui sont dessous nos pieds, donc qui constituent les plaques tectoniques. Alors, une fois que ces ondes sismiques ont été émises et qu'on a pu les enregistrer, voilà le graphique que l'on obtient. Alors, la première chose que l'on peut constater, c'est que les ondes sismiques de 0 km, alors c'est sur l'axe des abscisses que l'on a la profondeur, voilà, ici, et sur l'axe des ordonnées, on a donc la vitesse des ondes sismiques, en kilomètres par seconde. Alors, on s'aperçoit d'une chose, c'est que ces ondes sismiques vont augmenter leur vitesse. On va avoir une augmentation très rapide à 50 km de profondeur à peu près, et elles vont commencer à diminuer à partir de cet endroit-là, c'est-à-dire 125 km de profondeur. On a donc un changement de roche et de rigidité de la roche à partir de 125 km de profondeur. Du coup, par rapport donc aux différentes couches qui constituent la lithosphère, les plaques lithosphériques, on a donc deux couches, une couche très rigide jusqu'à 125 km de profondeur qu'on va appeler la lithosphère, ici, qui repose, elle, sur une couche de roche moins rigide qu'on va appeler la sténosphère. Voilà, déjà dans un premier temps, retenez qu'il y a ces deux couches, donc une couche très rigide, la lithosphère, d'épaisseur 125 km, qui repose sur une couche de roche moins rigide qu'on appelle la sténosphère. Alors, si on s'intéresse d'un petit peu plus près à la lithosphère et qu'on étudie d'un peu plus près les ondes sismiques et leur comportement dans la lithosphère, on s'aperçoit qu'on n'a pas le même comportement si on se trouve au fond de l'océan, donc au fond dans un milieu océanique, ou dans un milieu continental à la surface d'un continent. Donc, on a deux graphiques différents. Ils ont à peu près la même allure, sauf que l'augmentation rapide des ondes se fait beaucoup plus tôt dans le milieu océanique que dans le milieu continental. Si on fait une estimation rapide, dans le milieu océanique, on va avoir apparemment une couche très rigide sur les 10-15 premiers kilomètres, et par contre sur le milieu continental, la première couche rigide va avoir une épaisseur d'environ, ici, 40 km d'épaisseur. Du coup, on arrive à la structure complète de nos plaques lithosphériques. Donc, on arrondit à peu près la lithosphère à une centaine de kilomètres de profondeur. Donc, ici. Alors, retenez que la lithosphère est composée de deux couches. Alors, une première couche qu'on appelle la croûte, alors qui peut être soit océanique, donc environ 10 km d'épaisseur, c'est celle qui est ici. Ou alors, si on est sur un continent, cette croûte va être continentale, et c'est celle qu'on a ici, et on peut l'estimer à peu près à une quarantaine de kilomètres d'épaisseur. Dessous cette croûte qui peut être soit océanique, soit continentale, on retrouve une couche qu'on appelle le manteau lithosphérique. Donc ça, vous avez le schéma dans votre leçon. Donc le manteau lithosphérique qu'on peut appeler donc ici soit manteau lithosphérique, soit manteau supérieur. Ces deux couches, la croûte plus le manteau, forment toujours la lithosphère. Et cette lithosphère, je vous rappelle, repose sur une couche de roche moins rigide qu'on appelle la sténosphère. Voilà ce que vous avez à retenir pour la structure de la surface de notre planète.
Alors ensuite, dans la dernière partie du chapitre, on s'est intéressé à ce qui se passait sur les frontières au niveau des 3 frontières de plaques, à savoir donc les dorsales océaniques, les fosses océaniques et les chaînes de montagne. Alors, au niveau des dorsales océaniques, on s'aperçoit qu'en fait, on a une montée de magma au niveau de cette dorsale, donc à ce niveau-là. Donc ce magma qui va remonter au niveau de la dorsale, ici, sur le schéma du milieu, et qui va créer de la croûte océanique. Donc là, je vous rappelle que la croûte océanique est sous forme de basalte, donc c'est une roche volcanique. Et donc ce basalte, en touchant l'eau, donc ce magma va refroidir, former du basalte, et va permettre à l'océan de s'agrandir, et donc au continent qui était de chaque côté, donc ici et ici, de s'écarter un peu plus au fur et à mesure. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des dorsales océaniques, on a une remontée de magma qui va permettre une expansion et un agrandissement de l'océan et donc un écartement des plaques. On a donc comme un phénomène de double tapis roulant, c'est-à-dire hop, une expansion vers la gauche ici et une expansion vers la droite de ce côté-là. Pour ce qui se passe au niveau des fosses océaniques. Alors au niveau des fosses océaniques, c'est lorsqu'il y a un affrontement entre de la lithosphère océanique et de la lithosphère continentale, donc plus épaisse sur la droite ici, à ce niveau-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la lithosphère océanique, qui est beaucoup plus dense et beaucoup plus lourde, quand elle va toucher la lithosphère continentale, elle va s'enfoncer dessous, et donc on a donc un mouvement donc, de rapprochement entre ces deux plaques, de convergence, donc l'une envers l'autre. Et si on a créé de la croûte océanique au niveau de la dorsale, au niveau des fosses océaniques, il va y avoir une disparition de cette croûte océanique qui va passer sous la lithosphère continentale. En ce qui concerne les formations des chaînes de montagne, donc les chaînes de montagne, c'est simplement la collision entre deux lithosphères continentales. Donc là, il n'y en a pas une qui est plus lourde que l'autre. Les deux lithosphères continentales vont s'affronter et vont rentrer en collision pour former une chaîne de montagnes. Donc c'est ce qui se passe actuellement au niveau de l'Himalaya, on va en reparler juste après. Retenez simplement l'image de deux voitures qui se percutent face à face. Et vous voyez l'état des capots, donc c'est exactement ce qui se passe quand deux lithosphères continentales se rencontrent. Donc voilà un exemple concret de formation de chaînes de montagnes avec l'Himalaya. Donc il y a 60 millions d'années, l'Inde s'est décrochée du continent africain, s'est déplacée jusqu'au continent asiatique, et donc les deux lithosphères continentales sont entrées en collision, et on a eu formation donc de la chaîne de l'Himalaya. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a permis d'éclaircir les points qui vous paraissaient un petit peu compliqués, et je vous souhaite bon courage pour l'évaluation bilan.